merci d'être là donc, pour cette réunion d'échange, d'information, puisque nous allons examiner le projet de loi d'immigration. Il m'a semblé une bonne idée. Dominique a beaucoup d'idées sur le sujet, et j'ai déjà entendu intervenir, notamment sur ce qui se fait ailleurs. Donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de voir un peu comment, puisque nous on trépigne un peu, on a du mal à fixer des textes, et bien qu'il serait très bien d'inviter ce soir pour qu'ils nous disent un peu comment ça se passe ailleurs. Moi je dirais un mot sur comment ça se passe au niveau européen. Alors, Dominique, il y a une spécificité. Tout à l'heure j'ai répondu à un journaliste, il dit que c'était pas un professeur d'un bus. Il est bien sûr, il est docteur en sciences politiques, il est chercheur à Sciences Po, il est agrégé de sciences politiques, donc c'est un vrai chercheur. Mais aussi, il a été conseiller régional, donc il a affronté les élections, donc c'est de la politique sur le terrain aussi. Donc, et ça, c'est très intéressant et c'est très rare. Et en plus, il est aveyronais, donc c'est encore plus rare. Alors, et précieux. Et précieux, ouais. Alors, depuis 2018, Dominique est directeur général de Fondapol. Donc, Fondapol, c'est un think tank qui publie des études très régulièrement. Il a publié beaucoup sur l'immigration ces derniers temps. Une des plus récentes études de Fondapol, c'est celle-là. Vous la verrez à la sortie, hein, j'ai amené quelques exemplaires. Donc, qui offre un éclairage sur les politiques migratoires, pas seulement en France, aussi ailleurs. Et je disais que nous, on a du mal à trouver nos marques, parce que l'immigration, c'est un sujet récurrent chez nous. Il y a eu une vingtaine de lois qui ont été adoptées depuis les années 80 sur l'immigration, donc ça montre bien qu'on n'arrive pas à trouver la bonne solution. On remet tout le temps sur le métier les textes. Il y a eu la loi Collomb, Cazeneuve, Valls, Besson, Hortefeux, Sarkozy, Chevènement, Debré, Pasqua. J'ai commencé par la plus récente, et je pourrais encore continuer. Le projet de loi Darmanin, qui propose donc de réformer le code à l'entrée et au séjour des étrangers et le droit d'asile, eh bien ce code a déjà été réformé 8 fois depuis son adoption il y a 16 ans. Donc vous voyez, on a vraiment du mal à trouver nos marques et à adopter une direction une fois pour toutes et avoir des solutions pérennes, efficaces. Alors l'exposé des motifs du texte commence par indiquer, je cite, « La France est fière d'être un pays d'immigration ancienne et riche de ce que cette immigration lui a apporté. » Il fixe de façon assez solennelle l'ambition du projet, préparer notre pays aux défis qui l'attendent pour mieux contrôler nos frontières et lutter contre l'immigration irrégulière, pour faire droit à la demande d'asile légitime et assurer l'intégration effective des immigrés arrivant légalement sur notre territoire. Donc l'ambition est noble, on la partage, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir comment elle peut être mise en œuvre pratiquement, et pour ça, le mieux est de voir ailleurs ce qui se fait et ce qui marche. Merci, Charlie Bourget, merci de votre invitation, monsieur le sénateur, Charlie, mesdames et messieurs les sénateurs. Je voudrais malgré tout commencer par une référence à la dimension européenne, par laquelle peut-être tu vas terminer, mais je vais commencer par ça parce que il me semble que pour bien saisir l'importance du sujet qui est le vôtre, comme législateur, la question de l'immigration, je dirais qu'a priori l'importance ne vous échappe pas, bien sûr. Mais je crois qu'il faut aussi l'inscrire dans une crise très profonde qui se ressent en Europe, je crois plus encore en France, qui est une interrogation sourde de nos concitoyens sur la réalité de la puissance régalienne, sur sa capacité à effectuer ses décisions et même peut-être à élaborer une vision cohérente du futur. Il y a une très grande incertitude à ce sujet, je crois, un vrai malaise dans ce pays, très profond, c'est très difficile comme question, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas de 2017, c'est quelque chose qui s'est déployé sur quelques décennies, et je ferai une comparaison à l'échelle européenne entre l'européanisation de la question monétaire, qui débouche sur l'euro, et l'européanisation de la question migratoire, qui ne s'effectue pas.
Et je voudrais juste dire pourquoi ça me paraît être deux figures de l'européanisation. L'européanisation de la question monétaire, je vais aller vite, mais simplement pour avoir ces éléments, je dirais, un peu théoriques. L'européanisation de la question monétaire, qui va donc à l'euro, c'est un transfert de compétences, mais c'est du régalien pur. Le privilège de battre monnaie, on sait tous que c'est un attribut absolument constitutif de la puissance étatique. Nous avons, nous, y compris nous les Français, accepté ce transfert. Donc il y a cette espèce de grand moment qui est le passage à l'euro. Mais là, il y a deux choses sur lesquelles je ne fais que les citer parce qu'elles sont évidentes. Il y a deux choses qu'il faut souligner. C'est que d'une part, ça n'est pas la disparition d'un pouvoir politique sur la monnaie, c'est un transfert. On passe du national à l'européen. Et c'est un transfert d'une échelle à une autre, une échelle plus grande, ce qui est cohérent avec la demande sociale de redimensionner la puissance publique à l'ère de la globalisation et de nombreux grands défis. Donc il y a cet élément-là. C'est aussi le transfert vers une forme de pouvoir qui nous ressemble, qui ressemble à la nôtre. C'est un pouvoir démocratique, etc. Et ça s'est passé avec le double assentiment de la population. C'est Maastricht, 92, et c'est depuis Maastricht, systématiquement, ça peut changer demain, mais pour le moment ce n'est pas le cas, systématiquement le soutien électoral apporté aux forces politiques pro-euro. C'est si vrai d'ailleurs qu'aujourd'hui, je le dis au passage, 70% des électeurs de Marine Le Pen ne veulent pas quitter l'euro. Et 85% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ne veulent pas quitter l'euro. Il n'y a plus rien en dehors de l'euro. C'est quand même un changement spectaculaire. Et je pense que c'est cette espèce de passage, de transfert du national à l'européen, mais sous un régime de contrôle politique et avec la participation de la souveraineté populaire, on peut le dire comme ça, est un modèle d'européanisation, un modèle réussi. Et encore une fois, dans les études que je mène, je fais ça régulièrement, je vous le dis parce que ça m'a toujours frappé, dans la zone euro, l'attachement à l'euro est supérieur à l'attachement à l'Europe. 64 contre 52. Zone euro. Et bon, c'est pas énigmatique, c'est pas le sujet, j'en parle pas, mais c'est constant et ça s'explique très bien, et c'est très important d'avoir ça à l'esprit. Lorsqu'on s'intéresse à la question migratoire, on voit qu'il y a une demande d'européanisation de la gestion de l'enjeu migratoire sans réponse. Alors je ne dis pas que rien n'est fait, c'est toujours facile, c'est pas la question, et puis on peut aller vite parce que vous savez quand même beaucoup de choses là-dessus. Mais le sentiment, c'est qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de consultation. Alors est-ce qu'il en faut une? C'est compliqué, c'est un sujet difficile, qu'est-ce que ce serait une consultation là-dessus? Mais enfin, il n'y a pas de consultation formellement. Et on observe depuis maintenant 40 ans que les partis qui se sont fait une spécialité d'exhiber la question migratoire sont ceux qui ont le vent en poupe. Il y en a surtout un en France, c'est le Front National, Rassemblement National, mais c'est partout la même chose en Europe. Et c'est en train de bousculer absolument tout le système politique européen. Je sais que vous le savez, mais moi je crois qu'on ne le sait pas, on ne sait pas à quel point c'est important. La puissance est considérable. Vous avez peut-être vu l'interview de Scholz dans Der Spiegel, qui est sous le coup, c'est le cas de le dire, comme un coup de massue, sous le coup des derniers résultats dans le Land de Hesse et de Bavière de l'AfD, qui s'affirme comme le parti qui peut devenir le premier parti d'Allemagne. Ce n'est pas encore le cas, mais c'est un parti qui progresse énormément, et c'est évidemment notamment sur la question migratoire. Et Scholz en tire un discours tout à fait nouveau. Il veut préparer l'Allemagne, on a discuté avec les écologistes, j'imagine, pour dire ça, il a discuté avec sa coalition, FDP et les écologistes, le plus compliqué c'est les écologistes, manifestement ils sont d'accord. Il s'agit de mettre en place des pratiques massives d'expulsion, je le cite, et il dit que, un peu plus loin, que ça n'est ni progressiste ni généreux d'accueillir aussi massivement. C'est
c'est un retournement complet. Et il embarque les écolos avec lui. Et la droitisation des forces politiques, c'est pas simplement la droitisation politique des pays, au sens où les droites ont plus font de performances électorales supérieures, c'est que les forces politiques se droitisent. Y compris ici, par exemple, c'est le modèle danois, si vous voulez, hein, y compris ici les écologistes allemands. Donc c'est un moment particulièrement grave, dramatique même à certains égards, que ce sentiment qu'ont les Européens qu'il n'y a pas de réponse en termes d'européanisation sur l'enjeu migratoire. Et les Européens, tous, encore à ce jour, massivement, on en a vu d'ailleurs un des effets en Pologne, avec la défaite du PiS, défaite relative, un peu exagérée je trouve dans les commentaires, mais on verra plus tard, enfin, pas ce soir je vous rassure, ça on verra avec la qualité qui se déroulera. Les Européens sont très attachés à cette protection que représente l'espace européen, et leur préférence est très claire, il faudrait qu'il y ait une politique européenne d'immigration.